Hier par les talibans à Kaboul notamment, attaque contre le Parlement et le quartier diplomatique pour marquer le début de leur traditionnelle offensive de printemps. Oui, c'est un dimanche sanglant qui est évoqué ce matin par The Huffington Post, avec le témoignage, Elisabeth, d'un journaliste qui se trouvait dans la banlieue ouest de la ville au moment où ces attaques se sont produites. Des attaques prévisibles d'après lui. Il décrit le mouvement des talibans comme une force grandissante, tranquille et sûre d'elle-même, une force qui a choisi de frapper hier dans son quartier et qui pourra demain en choisir un autre à Kaboul ou ailleurs en Afghanistan, demain ou après-demain, l'année prochaine, quand bon leur semblera. Le mouvement taliban qui se nourrit, Elisabeth, surtout de la faiblesse des autorités afghanes, d'après The Guardian, qui reconnaît que l'armée afghane a certes beaucoup progressé, mais que les talibans ont appris dans le même temps à tirer parti des failles des services de renseignement afghans, un travail qui leur a permis de mener à bien les opérations spectaculaires d'hier, notamment à Kaboul, opérations qui ont sans doute demandé la participation de dizaines, voire de centaines de personnes pour l'entraînement, l'équipement, mais aussi l'infiltration des insurgés qui sont impliqués dans ces attaques. Et ce ne serait qu'un début, d'après The Daily Beast, qui rapporte ces propos d'un chef taliban pour qui, ce qui vient d'arriver n'est que le début d'une campagne qu'il décrit comme étant plus vaste à l'avenir, une campagne qui va mettre en œuvre, d'après lui, une nouvelle stratégie qui consistera à faire intervenir des groupes réduits d'assaillants, prêts à s'en prendre désormais à des cibles importantes, qu'elles soient américaines, gouvernementales ou liées à l'OTAN. La question de la montée en puissance, effectivement, des talibans est maintenant plus que jamais posée. À voir également ce matin la poursuite des violences en Syrie, et ce malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu depuis jeudi dernier, cessez-le-feu réclamé par l'ONU. La répression se poursuit malgré les promesses du régime de stopper les violences et malgré l'arrivée également hier des 6 premiers observateurs internationaux qui sont chargés de surveiller le cessez-le-feu en question. Alors forcément, tout ça suscite beaucoup de réserves du côté de la presse. Ce matin, The National d'Abu Dhabi est le plus optimiste, qui parle de la nécessité d'avancer pas à pas en expliquant que l'accord conclu entre le régime et l'ONU va permettre à tout le moins d'avancer sur le terrain de l'aide humanitaire et de l'accès des médias au terrain syrien, un optimisme que ne partage pas du tout The Independent, pour qui l'entrée en application du plan proposé par Kofi Annan permet tout juste de limiter, je cite, le carnage. On va revenir maintenant, Hélène, sur le 6e sommet des Amériques qui a lieu ce week-end à Carthagène des Indes en Colombie. Un sommet qui s'est soldé hier par une fronde sans précédent des États latino-américains face aux États-Unis. Alors les uns et les autres ne sont pas parvenus à se mettre d'accord une nouvelle fois sur la question des sanctions qui pèsent sur Cuba. Et c'est sans parler bien évidemment du scandale qui a provoqué la mise en cause de membres des services de sécurité de Barack Obama, des gardes du corps qui ont été accusés d'avoir profité du voyage pour aller voir des prostituées. Pas d'accord non plus les uns et les autres sur la façon de lutter contre le narcotrafic. C'est ce que rapporte ce matin le quotidien de gauche mexicain La Jornada, qui explique qu'une partie des chefs d'État d'Amérique latine ont plaidé en faveur de la dépénalisation de la consommation de la drogue, dépénalisation qui permettrait éventuellement de couper l'herbe sous le pied du narcotrafic. Mais c'est une option dont la Maison-Blanche ne veut surtout pas entendre parler, au grand regret d'une tribune du Daily Beast qui évoque ce matin la guerre malhonnête, la guerre perdue d'avance que livrera l'administration Obama au narcotrafic en Amérique du Sud. Et on va parler pour finir de cet accident qui fait grand bruit, Hélène, notamment en Espagne, un accident de chasse dont le roi Juan Carlos a été victime au Botswana. Plusieurs raisons à cela. L'incident en question émeut pas mal les Espagnols parce que sans doute ils aiment beaucoup le roi Juan Carlos, mais effectivement également et surtout sans doute parce qu'ils sont en ce moment en pleine débâcle économique. Question d'argent. Et ils n'ont pas beaucoup aimé apprendre que le petit safari en question, safari au cours duquel le roi a été blessé, a coûté la bagatelle de 45 000 € la semaine. Alors effectivement, dans un contexte de crise économique, ça passe pas très très bien. Le roi qui est apparu à côté du cadavre d'un éléphant, le roi qui appartient pourtant à un mouvement de sauvegarde des animaux. Ça fait cher l'éléphant. Ça fait cher l'éléphant, effectivement. Merci beaucoup, Hélène Frath. C'était la revue de presse internationale. Il est 9h18 à Paris. On fait un point tout de suite sur